Bonjour tout le monde et bienvenue dans la Société des Jeux, ici Lutin. Et aujourd'hui dans Du Vieux du Neuf, on va passer rapidement dans Clank, on va jouer les voleurs. Ensuite on parlera du sociofinancement. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Alors avant de partir dans un donjon pour aller voler les trésors d'un dragon dans Clank, je voulais faire des petits remerciements pour Quentin, l'auteur de Trial Up. Vous trouverez sur la chaîne, j'avais fait la présentation du jeu et j'ai eu la bonne surprise dans ma boîte aux lettres de me retrouver avec un dossard à mon nom pour jouer à Trial Up. Alors, charmante attention, voilà, le dossard de lutin, c'est un collector. Merci Quentin, je te souhaite plein de bonnes choses pour l'aventure Trial Up. Oula, ça va se casser la figure? Non. Ensuite, je voulais vous parler d'Oricalc, où j'ai fait également une présentation sur la chaîne. Et je n'avais pas abordé le solo, effectivement, le solo qui est en print and play. Alors, j'ai enfin pu m'imprimer en A3 le plateau de jeu pour jouer en solo. Il y a deux plateaux de jeu possibles, un qui est plus difficile. J'ai imprimé celui-là. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on revienne sur Oricalc pour parler de la version solo qui est en print and play. Voilà. Alors, il y a une règle en A4 recto verso et il y a un A3, voilà, un plateau de jeu à imprimer. Alors, je sais que tout le monde ne peut pas forcément. Sinon, vous prenez deux A3 côte à côte. Voilà, vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on fasse un petit tour de jeu ou juste simplement une toute petite mini vidéo juste pour parler du mode solo pour ceux que ça intéresse. Bah oui, l'ADN de notre chaîne quand même, il y a pas mal de solos. Donc, si on peut revenir là-dessus pour Oricalc, n'hésitez pas à m'en parler. Et voici donc Clank. Alors Clank, je ne sais pas si je dois vraiment le présenter, il est tellement connu effectivement avec toutes les versions et la nouvelle version qui va bientôt arriver d'ailleurs chez vos ludothécaires. Clank, un jeu d'aventure, un jeu de deck building avant tout, un jeu qui est quand même un petit peu un jeu de course, vous allez voir, parce qu'effectivement on peut jouer jusqu'à 4, et le but du jeu est simplement que vous êtes des voleurs, vous êtes lancé un défi, et vous allez chercher des trésors dans un donjon, et au fond du donjon, il y a un dragon. Donc celui qui va ramener le plus gros trésor, le plus de points en trésor, va gagner la partie. Alors, c'est pour ça que c'est un peu un jeu de course, parce que certains trésors rapportent beaucoup plus de points, et ils ne sont dans le plateau de jeu que une fois, donc il y a par exemple un trésor qui rapporte 30, un autre 25, il y en a certains qui ne rapportent que 5, mais au fur et à mesure de votre aventure, vous allez également récupérer des petites pièces, des petits trésors minimes qui vont aussi vous rapporter des points. Alors quel va être votre intérêt? Aller rapidement chercher le plus gros trésor possible, parce que ces artefacts, vous ne pouvez en avoir qu'un, et remonter à la surface pour avoir un bonus, ou alors essayer d'engranger le plus de petits trésors. C'est une tactique que l'on peut choisir. Alors, jeu de course, le gros jeu de deck building, on va regarder ça tout de suite, une petite présentation. Alors pour débuter, chaque joueur débute avec le même deck. Ces cartes nous permettront de faire des actions de mouvement, d'acquérir de nouvelles cartes ou même de combattre grâce à 3 types d'icônes. Celui de combat avec l'épée, celui de mouvement avec la botte et celui permettant d'acquérir des cartes avec l'icône bleue de compétences. La piste donjon, composée de 6 cartes, permettra des achats pour améliorer votre deck, des combats mais également des aubaines. Une aubaine, c'est une situation particulière qui peut arriver et qui repart dans la défausse du donjon une fois utilisée. Il y a également 4 types de cartes toujours disponibles pour améliorer votre deck, un tas mercenaire, un tas exploré, un tas de livres de sorts, mais aussi le gobelin que vous pourrez toujours combattre, même plusieurs fois dans votre tour. Forcément, tout cela ne serait pas si compliqué si vous n'aviez pas le bruit à gérer. Et oui, le fameux clank, bruit que vous faites parfois en ouvrant une serrure ou une porte forcément. Ce sera géré avec vos petits cubes en bois que vous mettrez dans une réserve et suivant un événement particulier, vous les mettrez dans un petit sac et verrez suivant la colère du dragon pour les conséquences. Une mise en place pour deux joueurs, le joueur jaune et le joueur vert. Comme vous le voyez, les petits meeples sont à l'entrée du donjon ici. Alors un donjon qui se retrouve en 2 étages. Effectivement, il y a la partie supérieure et la
partie dans les profondeurs, vous voyez, en dessous de l'herbe, dans le sol. Ça a son importance, on y reviendra tout à l'heure. Un donjon qui est également circulaire, il faut imaginer que c'est une tour, donc il y a un passage ici pour pouvoir atterrir à nouveau de l'autre côté. Des cases différentes, on y reviendra dessus. 2 decks de jeu, voilà, pour le jaune, pour le vert, des petits cubes, un dragon qui est là et qui va devenir de plus en plus furieux au fur et à mesure du temps lorsque l'on va faire du bruit, on y reviendra tout à l'heure, et justement, un niveau de difficulté qui va augmenter dans la pioche au fur et à mesure. Donc, j'ai fait la mise en place pour 2 joueurs. Dans le petit bag, nous avons les pions dragons, on y reviendra. Je le mets ici. Des petites pièces d'or qui simuleront de l'or pour faire des achats au marché, mais également des points pour la fin de la partie. Nous allons essayer de remonter avec un artefact et le plus de points possible que nous allons trouver. Vous voyez, il y a des petites interrogations, en fait c'est des petites choses à récupérer. Parfois ça va être des potions, parfois ça va être un œuf de dragon qui va mettre en colère le dragon, parfois ça va être simplement quelque chose qui va vous donner des points. Et comme sur tout artefact, vous voyez chaque artefact qui est déjà en place, il y a déjà des points qui sont signalés, un nombre de points. Celui qui rapportera le plus de points, l'artefact ici, rapportera 30 points. Vous voyez, ceux qui sont le plus proches de l'entrée rapportent moins de points. Donc, ce petit symbole vert à chaque fois, c'est pour simuler le nombre de points. Il y a également la même chose sur les cartes qui vont venir nous aider. Certaines cartes rapporteront des points en fin de partie. Alors, le premier joueur va jouer. Début de partie, le premier joueur met 3 clanks. Donc, il fait 3 bruits en rentrant, alors que le second joueur mettra 2 pions. Et ainsi de suite, jusqu'au 4e joueur qui ne rajoutera rien. Ensuite, comment ça se passe? Eh bien, je prends mes 5 premières cartes du deck. Ah. Et je vais être obligé de les jouer toutes. Alors, les jouer toutes dans l'ordre que je désire. Eh bien, simplement, je vais jouer contourner. Contourner me permet effectivement d'avancer d'une case. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Eh bien... Voilà, je vais poser 2 cambriolés qui me rapportent 2 points de compétences me permettant d'acheter quelque chose. Peut-être que je vais acheter... Qu'est-ce que je pourrais acheter? Eh bien, je vais acheter pour 2 points. Ici, je vais acheter escamotage qui me permettra de défausser une carte pour piocher 2 cartes au prochain tour. Donc, toute carte que l'on prend ici, vous voyez, j'avais 2 points. J'ai acheté une carte pour 2 points de compétence et je la mets tout de suite dans ma défausse. Il me reste 2 cartes à jouer. Je prends une carte ici qui me rapporte encore un point. Avec un point, est-ce que je peux acheter quelque chose? Je ne peux rien acheter, donc c'est perdu. Et ma dernière carte me fait mettre un clank supplémentaire. Ici, j'aurais gagné un point, mais je pouvais encore avancer d'une case. Donc je vais avancer ici. Voilà, le premier joueur a joué. Il défausse. Toute carte acheter doit être remplacé. Alors vous voyez, j'avais des cartes ici, mais je pouvais très bien acheter des cartes ici, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ce sont des tas de cartes avec toujours les mêmes cartes à l'intérieur. Donc ce sont des cartes génériques qui permettent pour un faible coût d'améliorer son deck, ou un faible coût 7 points quand même, mais 7 points, ce qui est intéressant dans le livre des secrets, c'est qu'il peut y avoir des combos avec d'autres cartes que l'on peut trouver ici. Et il y a un personnage qui augmente en puissance avec les livres des secrets que vous gagnez. Et en plus, 7 points de compétences, donc c'est cher à l'achat, mais ça rapporte 7 points à la fin du jeu quand même. Donc, j'ai fini mon tour, je complète. Je complète par un rubis, qui peut être intéressant, qui coûte cher, qui rapporte des points à la fin, qui fait piocher une carte, mais surtout, vous voyez, il y a ce symbole du dragon. Donc ça va déchaîner la fureur du dragon. À chaque fois que vous recomplétez avec au minimum une carte qui a ce symbole, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez tous les points clank, tous les petits pions, vous les mettez à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, le dragon est dans une fureur de niveau 3, donc vous piochez 3 petits clanks. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché? Eh bien j'ai pioché 2 clanks de dragon. Donc ça fait un petit peu un joker pour le moment, on temporise. Ils ne reviennent pas dans le sac. Donc au fur et à mesure, on va les épurer, il va y en avoir de moins en moins. Et par contre, j'ai pioché un jaune. Le jaune va ici, va sur la barre de vie du joueur jaune, et à la fin de la partie, une fois que le dernier pion jaune est mis ici, le joueur sera mort. Alors, s'il est mort, comment ça va se passer pour lui? Simplement, s'il a déjà réussi à récupérer un artefact, et qu'il est dans la partie supérieure, au-dessus
de la terre, les villageois vont venir le sauver, lui et l'artefact. Si par exemple, il n'a pas d'artefact, il est au-dessus, les villageois ne viendront pas le chercher. S'il est dans la terre, dans la partie des profondeurs, les villageois ne viendront pas, c'est trop loin, même s'il y a une relique. Voilà. Ensuite, notre joueur vert, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va piocher ses 5 premières cartes. Et pour le joueur vert, j'ai fait un deck un petit peu plus évolué, voilà, pour vous montrer un petit peu les capacités du jeu. Donc le joueur vert, on va dire qu'il est un petit peu plus loin. Disons qu'il est, où est-ce qu'il pourrait être? Disons qu'il était ici. Bon, alors le joueur vert, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez qu'il est ici. Il y a des symboles autour. Donc le symbole avec le monstre fait que pour une action de déplacement, si je passais par ici alors qu'il y a un monstre, eh bien je perdrais tout de suite un point de vie. Je devrais mettre sur ma jauge un cube vert. Sauf si dans mes actions, je joue un symbole de combat. Dans ce cas-là, je ne perdrai pas mon point de vie. Ce n'est pas le cas, c'était juste pour vous expliquer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme symbole? Il y a un cadenas, donc ça veut dire que je ne peux pas emprunter ce tunnel, sauf si j'ai acheté la fameuse clé. La clé est un petit objet que je peux garder et qui me permettra de passer par tous les cadenas du jeu. Donc à garder, intéressant parfois d'aller jusqu'au marché pour récupérer ce cadenas, car comme vous pouvez le voir, cet artefact le plus cher, il faut absolument passer par un cadenas, c'est une voie sans issue, il n'y a qu'un seul cadenas ici pour y aller. Ou alors une téléportation, car il y a des cartes de téléportation ou des potions de téléportation. Bon alors, je vais jouer. Est-ce que j'ai oublié un autre symbole? Oui, celui-ci, effectivement. Si j'étais dans cette salle et que je voulais revenir en arrière, vous voyez le symbole avec les pas, il me faudrait 2 actions de déplacement au lieu d'un seul. Bon, allez, je me remets ici. C'est pour le fun, c'est pour vous expliquer. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, tout simplement, je vais faire d'abord un combat. Alors, je place d'abord, je place mon guide des tunnels. Mon guide des tunnels, voilà, je vais me déplacer ici. Voilà, avec le symbole de déplacement. Vous rappelez-vous, les cavernes comme ça, eh bien, une fois qu'on passe dans une caverne, même si j'ai un autre symbole de déplacement, ce qui n'est pas le cas, je ne pourrai plus bouger, parce qu'une fois qu'on rentre dans des cavernes, eh bien, on ne peut plus bouger, on perd beaucoup de temps pour trouver la sortie. Donc là, je suis là, j'ai un icône de combat, je rajoute un deuxième icône de combat pour pouvoir combattre ce monstre. Ce monstre, s'il est vaincu, eh bien, simplement, je peux piocher 2 cartes. Vous voyez, il y avait une apparition. S'il était apparu, parce que j'avais retourné sa carte pour compléter la petite piste de donjon, eh bien, il y aurait eu un événement, tous les joueurs auraient ajouté un clank. Là, c'est pas le cas. Là, il était déjà en place. Je viens de le battre, car j'ai les 2 symboles d'épée. En ayant les 2 symboles d'épée, je peux piocher 2 cartes supplémentaires. Et vous voyez, et ainsi de suite. Ça va être de la combinaison. Là, par exemple, j'ai une carte comme ça, je me rajoute 2 points de compétence. J'en avais déjà un, mais en plus, je fais rajouter un clank aux autres joueurs. Et ainsi de suite, je vais rajouter, voilà, jusqu'à, voilà, j'ai 5 points de compétence. Avec 5 points de compétence, est-ce que je peux acheter quelque chose? Je pourrais acheter le bracelet d'agilité qui me rapportera 2 points et me fera piocher 2 cartes. Je le mets dans ma défausse. Je l'aurai à la prochaine fois que j'aurai vidé tout mon deck de jeu, que je mélangerai ma défausse, je pourrai tomber sur mon bracelet d'agilité. Et ainsi de suite, je finis avec mon faux pas qui me fait rajouter un clank, je suis obligé de le jouer, et un tapis volant qui me donnerait 2 déplacements. Et pour ce tour, en plus, le tapis volant, ignorez les monstres des tunnels, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter dans les cavernes de cristal. Voilà, on a fait un tour avec le joueur jaune, le joueur vert. Vous voyez un petit peu les implications. Vous voyez le sac avec les clanks. Le sac qui va petit à petit se vider des dragons, des pions dragons, qui va être de plus en plus dur parce qu'effectivement, il n'y aura plus les pions noirs. Il ne va plus y avoir que les pions des joueurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut se passer? Eh bien, récupérer des objets. Simplement, je le fais pour le fun. Si par exemple j'étais ici, que j'avais eu la clé par exemple, que j'avais pu venir ici, j'aurais pu récupérer cet artefact qui me donne 7 points. Sauf que on ne peut porter qu'un seul artefact.
Est-ce que c'était dans mon intérêt d'aller ici, de prendre cet artefact qui n'a que 7 points, ou est-ce que j'aurais dû aller dans un autre endroit plus loin pour prendre un artefact qui me rapportait plus de points à la fin? C'est à vous de voir, c'est une tactique. Il faut s'adapter à ce que à ce que vont faire les autres adversaires, à ce que les cartes vont nous proposer, et ainsi de suite. Il y a également, comme vous pouvez le voir, des petits objets. Alors, dès que l'on tombe sur une case, on peut prendre un objet. Donc, par exemple, si j'étais tombé ici, il y a 2 objets. Je peux en prendre un et un seul. Si j'en veux un autre, il faut que je reparte pour revenir. Voilà. Dans le même tour, je n'ai pas le droit de prendre 2 objets. Donc là, j'avais par exemple de l'or et une potion de vie. Qu'est-ce que je pouvais avoir d'autre? Eh bien, un œuf de dragon. Un œuf de dragon, ça fait quoi? Eh bien, ça me fait 3 points pour la fin de la partie, mais par contre ça fait augmenter le dragon sur la piste, il est de plus en plus furieux. De même, lorsque vous récupérez une relique, le dragon va avancer sur sa piste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, une fois que vous avez une relique, peut-être que vous allez être intéressé pour sortir le plus vite possible. Pourquoi? Parce que lorsque vous sortez, par exemple le joueur jaune, sortirait du donjon, il récupérerait 20 points, ce qui peut être intéressant. On ne peut sortir que si on a une relique. Et une fois que l'on est sorti, notre pion va aller sur cette piste. Alors cette piste va être un compte à rebours. À chaque fois que cela va être votre tour de jouer alors que vous êtes sorti et que vous ne jouez plus, vous allez monter cette piste. Et qu'est-ce que ça va vous faire faire? Eh bien ça va vous faire piocher des pions, des clanques dans le sac du dragon. Et vous allez à chaque fois résoudre du coup le sac du dragon à chaque fois que ce sera votre tour. Par contre, au bout de quelques tours, lorsque vous arrivez là, tous les aventuriers qui sortent sont encore à l'intérieur, meurent obligatoirement, et on fait le décompte des points. Donc forcément, s'ils meurent dans la partie inférieure, personne ne viendra les chercher. S'ils meurent dans la partie supérieure et qu'ils ont une relique, peut-être que les villageois viendront les aider. Voilà, c'était rapidement les règles de Clank. Un Clank qui est bien, très bien. Par contre, petit reproche, effectivement, ce qu'on attend surtout du prochain Clank qui va sortir et qui va changer tout ça, c'est que le plateau de jeu, il est recto-verso, donc il y a 2 ambiances différentes. Il y a le côté nuit qui est un petit peu plus complexe, on va dire, mais malgré tout, 2 côtés. On fait vite le tour. Ça va changer dans le prochain Clank qui va sortir, parce qu'effectivement, apparemment, il va être un petit peu modulable, le donjon. Donc j'ai hâte de voir ça. Clank, un classique qui reste indémodable. Mais hâte de voir la suite. Allez, on va passer au socio-financement. Super Meeple nous propose la localisation d'Obsession, un jeu avec un thème peu commun puisque nous serons à la tête d'une famille noble pendant l'époque victorienne en Angleterre. Durant quelques saisons, vous ne gérerez pas une entreprise, des marchés financiers, des placements monétaires, mais plutôt votre manoir, votre domaine. Les domestiques qu'il vous faut, l'aménagement du manoir seront votre priorité pour briller dans la société par des fêtes et des banquets. J'adore ce thème, cela change et peut attirer des joueurs non habitués au placement d'ouvriers, deck building, un peu de création de moteurs et j'en passe. Oui, votre belle maman aime Downton Abbey, elle vous tanne avec un Monopoly, sortez-lui Obsession. Il existe 2 extensions vous permettant d'avoir chacune une nouvelle famille, puisqu'elles ont toutes une légère asymétrie. Alors je suis particulièrement attiré par l'extension Upstairs and Downstairs qui apporte un bel ajout gameplay avec de nouveaux domestiques et un nouveau mode solo. Oui, car le solo est possible avec des familles adverses virtuelles. Alors un thème original, jouable de 1 à 4, même jusqu'à 6 suivant les extensions, un Eurogame localisé, sûrement de bonne façon si je me réfère aux productions Super Meeple que j'ai eues entre les mains, c'est fort appréciable. Reste à voir l'intérêt de backer, car en effet, le seul intérêt peut être le prix annoncé dans ce socio-financement, sera-t-il plus cher en boutique? Je pense que l'intérêt bonus, c'est d'être certain d'avoir les extensions et une planche d'autocollant si vous ne voulez pas des Meeple vierges. On passe maintenant à des jeux déjà présentés sur la chaîne avec Golblivion, le 3e de la série, encore du deck building, mais ce coup-ci un double deck building, combat et action de village pour engranger de l'or pour la victoire. Martin est conquis, pour ma part j'ai uniquement joué à Golblivion et ce qui m'a toujours freiné c'est le design graphique qui n'est pas dans mes goûts. Alors chacun ses avis, mais le premier jeu m'avait énormément plu de par ses mécaniques. Le solo a l'air bien balancé dans celui-ci et challengeant à suivre sur la vidéo de Martin.
Mapping the World, un rappel également car il reste quelques heures avec Mapping the World présenté il y a peu par Steve. C'est vrai que comme il le présente, un petit goût des aventuriers du rail avec des règles et des iconographies simples mais un esprit plus gamer. Le design est sympathique, un plateau dans l'esprit d'une carte à l'ancienne à voir sur notre chaîne. Allons livrer des colis avec Air Postal en faisant de grandes traversées dans la lignée de The Great Race, mais avec de nouvelles mécaniques. Il y a des scénarios différents et le jeu semble assez accessible. Je trouve le plateau recto verso superbe. Et encore une fois, je vous invite à suivre la vidéo de Martin. Il en parlera sûrement mieux que moi avec la présentation du prototype. Un seul avis, il faut vraiment que vous investissiez dans une deuxième table lorsque l'on voit l'emplacement demandé par le jeu. Je vais terminer avec un projet sur Kickstarter, Empire's End. Sauver un empire des désastres naturels, du manque de ressources. Tiens, c'est un jeu dans le passé, mais on peut réfléchir un peu à notre avenir. Bref, dans Empire's End, nous avons une civilisation à sauver de 2 à 4 joueurs, un prix pas exorbitant de 35 $ US, mais pas forcément d'intérêt à pledger non plus. Lucky Duck Game faisant la traduction française, on devrait retrouver ça en boutique. Alors pour finir ceci, un petit tour du côté des news des sociétés du sociofinancement car ça bouge et ça fait peur. En janvier, OrQuest se relance grâce à Monolith. Pour ceux qui ne connaissent pas la licence, le Kickstarter date de quelques années et malgré le financement chez la société Maze Game, personne n'a vu le produit final, les sous du sociofinancement étant insuffisants. Donc beaucoup de déçus. Monolith exhume ainsi le projet et un nouveau Kickstarter sera présent en janvier. Mais ce n'est pas tout, car Monolith, pour qui on peut citer entre autres Batman Gotham City Chronicles et Mythic Battle Ragnarok, a annoncé avoir racheté la propriété intellectuelle pour Ragebuster et Solomon Kane. Oui, leurs amis de Mythic Games, pour lesquels beaucoup se posent des questions, ont annoncé se séparer de quelques licences pour se restructurer. Oui, on attend ainsi d'autres nouvelles sur des projets non livrés tels que Hell et Six Siege. Et oui, beaucoup attendent ces jeux, peut-être pour longtemps. Et là, pour ceux comme moi qui aiment Super Fantasy Brawl, Cool Mini or Not vient d'annoncer avoir acheté les droits à Mythic, ainsi que ceux d'Enchanters et Streamwatchers. Alors, à méditer, financer c'est bien, mais on sait que certains projets ne viennent pas au bout. Il faut toujours penser qu'une société avec 7 projets en attente de livraison, ce n'est pas toujours le plus encourageant des financements. Pensons-y avant de craquer pour une belle figurine modélisée en 3D. À côté, un jeu en boutique qui vous fait de l'œil, ou même en occasion, vous l'aurez tout de suite, sans incertitude. Je vous dis à bientôt, c'était Lutin pour la Société des Jeux.